Chers amis, chers camarades, quel plaisir de vous retrouver une fois de plus à la fête de la Ligue du Midi. Bravo à ceux qui sont là tous les ans et qu'on reconnaît chaque année un peu plus nombreux dans la salle. À force d'être si assidus, il va falloir qu'on finisse par demander nos rondes serviettes à l'ami Richard Roudier pour être sûr. Mais surtout, bravo à tous les nouveaux, à tous ceux qui sont là pour la première fois et qui ont souvent fait l'effort de venir de loin, de bloquer un week-end ou même parfois de prendre un jour de repos car ils travaillent le samedi. Je sais que toute l'équipe d'organisation de la fête de la Ligue est consciente de vos efforts et de votre fidélité et fait le maximum pour que vous soyez récompensés par la qualité, je l'espère, des orateurs, des stands, des animations et la qualité globale de l'organisation. Et n'oublions pas nos camarades de la sécurité qui vont passer la journée dehors sans pouvoir profiter des discours et des animations car ils veillent sur nous. Pour tous ces gens de l'organisation, de la sécurité et pour vous-même qui êtes là fidèles au poste, je vous propose une salve d'applaudissements. Bon, ben maintenant que tout le monde a le sourire, je vais plomber un peu l'ambiance. Nous sommes plus de 300 aujourd'hui réunis parce que nous partageons les mêmes valeurs, les mêmes constats sur l'effondrement de la France et que nous partageons surtout les mêmes aspirations. Nous sommes plus de 300 et nous nous en félicitons. Ils étaient plus de 20 000 à manifester le 15 juin dernier à Paris pour soutenir la famille des racailles Traoré. Nous sommes 300, ils étaient 20 000. Ça fait mal au cul, hein. Comme dirait le compagnon de cellule de ce cher Adama, violeur homosexuel à 16 heures. Ça fait mal au cul. Ils étaient 14 000 à marcher contre l'islamophobie. Je réussis même pas à dire ce mot tellement il m'énerve. L'islamophobie en novembre dernier à l'appel des organisations musulmanes, pourtant bien silencieuses quand il s'agit de dénoncer les attentats commis au nom du chamelier prophète. Nous sommes 300, ils étaient 14 000. Ça fait mal au cul, hein? Comme dirait Aïcha, mariée à 8 ans avec le commandeur des croyants. Oh, dans le même temps, le sondage commandé par Charlie Hebdo à l'IFOP cette semaine est clair. Plus d'un musulman sur 3 fait passer ses convictions religieuses avant les valeurs de la République. Et ils sont même 3 sur 4 chez les moins de 25 ans. Encore plus inquiétant, 26% des jeunes musulmans refusent de condamner les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. La France, qui a su accueillir d'importantes vagues migratoires successives, polonais, espagnols, portugais, cambodgiens et autres, et elle a su les intégrer, tous ces gens, au point que nombre d'entre eux, au bout de 2 ou 3 générations, se sentent parfaitement français et n'ont plus du tout d'attache avec leur pays d'origine, à part quelquefois une vieille tante dont ils ont des nouvelles une fois par an. Mais la France, elle s'est cassé les dents sur l'immigration arabo-musulmane. Depuis 40 ans, nous avons lentement glissé de « touche pas à mon pote », vous vous souvenez, à « vérité pour Adama » et au délire victimaire et raciste des illuminés de la LDNA, Ligue de défense noire africaine, représentés par l'ineffable Sylvain Affoua, alias Gucci, alias, encore plus beau, Egunci Behanzine, bon, lui-même quand même déjà condamné à 7 ans de prison pour viol sur personne vulnérable. 12 euphémismes pour dire sur handicapé. Voilà un joli coco pour venir nous donner des leçons de morale quand même. Et pourtant, tous ces arabo-musulmans sont très attachés à leur nationalité de papier, comme ils disent, lorsqu'il s'agit de bénéficier des largesses de la France. CAF,
assurance maladie, ascédique, RSA, chèque vacances, allocation de rentrée scolaire, aides diverses et avariées, oui, et le reste, tombent généreusement dans l'escarcelle de ceux qui nous détestent ouvertement et nous pourrissent la vie. Il faudra bien revoir un jour, et le plus rapidement possible, cette notion de français de papier et de droit du sol. Être né dans une maternité française n'a jamais transformé un bédouin en gaulois, pas plus que naître par hasard à Tokyo ne transforme un gaulois en samouraï. Mais attention, notre nation n'est pas la notion de tout le monde, et elle ne saurait être la grande putain qui s'ouvre à tous sous le prétexte fallacieux de droit du sol. Être français, c'est de nombreuses choses auxquelles la délivrance d'une carte d'allocataire de la CAF ne saurait donner accès. Être français, c'est avoir son nom de famille gravé sur un des innombrables monuments aux morts de France. C'est se souvenir d'un village de Creuse, de Bretagne ou de Savoie où sont enterrés ses grands-parents. C'est vibrer à l'évocation de Vercingétorix, de Jeanne d'Arc, de Saint-Louis ou du général Bijard. C'est se lever instinctivement quand résonne l'hymne national et avoir la chair de poule quand on entend la sonnerie aux morts ou le bourdon d'une église. Être français, c'est revendiquer une histoire et une culture millénaires, c'est être porteur de traditions et d'un certain art de vivre. Nous ne pouvons plus accepter ces Français de papier qui nous détestent, qui n'ont aucune reconnaissance pour les bienfaits reçus et qui veulent aujourd'hui changer nos règles et nous imposer les leurs. Il ne saurait y avoir d'égalité et de fraternité entre gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs, et chez moi, je veux qu'on vive comme moi. Avec ceux qui refusent notre mode de vie et veulent nous imposer leurs coutumes, il ne saurait y avoir ni égalité, ni réconciliation. Ce n'est pourtant pas faute de dire depuis des décennies que les successives politiques immigrationnistes de la France nous mènent droit dans le mur. Mais nous avons eu beau dire et redire encore, on nous traite au mieux de Cassandre et au pire de salauds de fachos. Dans le langage commun, jouer les Cassandres signifie toujours prédire le pire, ce qui finit évidemment par agacer tout le monde et vous rendre inentendable. Mais souvenons-nous de l'histoire de Cassandre dans la mythologie grecque. La fille du roi Priam de Troie avait reçu d'Apollon le don de prédire l'avenir. Mais Cassandre ayant refusé ses faveurs aux dieux, celui-ci, pour se venger, la frappa d'une malédiction. Personne ne la croirait jamais. Bien que ses prédictions se réalisent toujours, elles ne seraient jamais crues. Alors oui, en effet, nous sommes bien des Cassandres. Depuis 40 ans, nous prévoyons les malheurs qui sont en train de s'abattre sur nous et nous hurlons pour prévenir les gens, mais personne ne veut nous écouter. Et la majorité de ceux qui nous croient quand même estiment qu'ils ont lutté, qu'ils ont fait le job quand ils ont balancé un post sur Facebook ou glissé tous les 5 ans un bulletin dans l'urne. Comme Cyrano, j'ai envie de répondre, c'est un peu court, jeune homme. Et comme si le problème de l'islamisation de la France ne suffisait pas, chaque jour, nous assistons impuissants au délabrement de ce qui faisait la grandeur de la France et de son peuple. Entre l'indigénisme, les théories farfelues du genre, savez-vous qu'un groupe Facebook identifie 52 genres possibles. Et la liste n'est pas exhaustive. Et si vous ne vous sentez ni lui, ni elle, vous pouvez demander qu'on vous appelle Yel. La remise en cause permanente de notre histoire et de notre culture, la marchandisation toujours plus délirante du corps humain et de la procréation. Maintenant, afin que 2 lesbiennes puissent se sentir mères toutes les deux, on féconde l'ovule dans l'une et après on le sort et on le fait porter dans l'autre. On fait porter l'embryon par l'autre. Comme ça, les deux sont des vrais mamans. La possibilité votée par l'Assemblée nationale, on attend maintenant le vote du Sénat, d'avorter jusqu'à la veille de l'accouchement. Alors c'est vrai, ça existait déjà, l'IMG, etc. Mais on a rajouté quand même ce concept de délire de détresse psychosociale. C'est-à-dire, la veille de l'accouchement, je me sens en détresse psychosociale.
Pas de problème, mon petit, on te met un coup de tire-bouchon. Hein. Le monde que les élites sont en train de nous construire, ou plutôt de nous déconstruire, est à vomir. Le mondialisme et le cosmopolitisme veulent nous faire oublier qui nous sommes et d'où nous venons. L'homme moderne devrait être indifférencié, déplaçable à l'envi, sans racines et sans culture, un travailleur consommateur sans attache ni valeur, aisément remplaçable. L'homme pirogue devrait remplacer l'homme arbre. Après avoir embrassé les pieds des migrants, le pape François fait entrer au Vatican la Pachamama, un fétiche d'Amérique du Sud, pour se prosterner devant elle. Ce monde est dingue. Hein. Non contents d'avoir tenté de détruire l'idée de nation, d'origine, d'enracinement, les progressistes se sont attaqués à la famille. Père et mère sont devenus facultatifs. Il faudrait naître de nulle part et de personne. Mais nous sommes ici. Nous refusons d'être grands remplacés ou simplement annihilés. Fils et filles de France, nous ne voulons ni de la valise, ni du cercueil, du moins pas pour nous. Heureusement, dans cette tempête, un phare rassurant brille au loin, et ce phare, c'est vous. Malgré ce monde qui semble s'écrouler autour de nous, vous restez fidèles au poste. Trop peu nombreux encore, certes, mais présents, courageux et combatifs, fiers de vos valeurs et irrémédiablement réfractaires. Heureusement aussi, beaucoup de nos concitoyens commencent à comprendre. Ils n'osent encore s'exprimer qu'en privé ou dans l'anonymat des réseaux sociaux, mais la parole petit à petit se libère et les consciences s'ouvrent. La foi en nos soi-disant élites s'étiole de plus en plus. Après celle des Gilets jaunes, la crise du coronavirus en est une démonstration éclatante. Les Français sont de plus en plus nombreux à ne plus croire dans les discours officiels et à remettre en question l'information assurée par une presse de propagande qui est complètement aux ordres du pouvoir. Sans vouloir me prononcer personnellement sur le professeur Raoult ou l'hydroxyrochloroquine, car j'ai aucune légitimité scientifique pour le faire, il semble évident que de nombreux Français en cas de maladie préféreraient être traités par lui que par les traitements officiels. Il en va de même pour ce masque, totalement inutile en mai, mais indispensable en septembre. On ne sait pas trop quand ni pourquoi, mais il est évident qu'à un moment, on se fout de nous. Et n'oublions jamais l'insulte et la maltraitance qui ont été faites à tous ces anciens enfermés dans les EHPAD, privés de leur famille, et qu'on a laissé mourir de désespoir pour les sauver de la maladie. L'exaspération face aux agressions violentes, pudiquement appelées incivilité, par un gouvernement qui préfère occulter les problèmes que d'avoir le courage de les régler, nous mène tout droit à l'autodéfense et aux milices. Chacun est bien persuadé maintenant qu'entre terrorisme et racaille, personne n'est à l'abri. La police, bien consciente que le pouvoir s'est servi d'elle comme contre-feu dans la crise des Gilets jaunes, en détournant la légitime colère populaire contre les forces de maintien de l'ordre, est exaspérée et ça commence à gronder sérieusement dans ses rangs. Tous les flics que je connais savent parfaitement qu'on les a utilisés pour cogner des Gaulois alors qu'on les paralyse face aux émeutiers imbéciles du foot et autres racailles dégénérées qui nous pourrissent la vie. Et ne parlons pas de cette justice cynique au service d'une idéologie gauchiste défendue par le syndicat de la magistrature et bien aux ordres du pouvoir qui poursuit sans relâche pour des propos les Pierre Cassin, Gérard Boyadjian, Sébastien Jalamion, Christine Tazin, Éric Zemmour et plein d'autres. Mais dans le même temps libère des wagons de délinquants multirécidivistes et violents. Bref, ça craque. Ça craque de toutes parts. Et pour ceux qui penseraient que le pouvoir est indéboulonnable, rappelez-vous la chute du mur de Berlin ou l'exécution de Ceausescu. Qui aurait pu prédire ces deux événements, ne serait-ce qu'une semaine avant? Le vent de l'histoire est parfois taquin et il peut se tourner soudainement de façon aussi impromptue que violente. Nous sommes à 18 mois de prochaines élections présidentielles et le sursaut patriote est largement possible. Nous ne devons pas baisser les bras. Même fatigués, même exaspérés, même parfois découragés, notre motivation doit être sans faille, parce que si nous ne savons pas de quoi notre avenir sera fait,
nous devons être persuadés d'avoir fait tout pour qu'ils correspondent à nos attentes. L'histoire de France est faite de sursauts de dernière minute, de victoires inespérées, de retournements de situations improbables. Les résistants de la dernière guerre avaient face à eux la surpuissante armée allemande, une partie de l'armée française, la police, la justice, le gouvernement et une majorité de leurs concitoyens. Et pourtant, ils résistèrent. Les pauvres doivent se retourner dans leur tombe en voyant l'état du pays pour lequel beaucoup d'entre eux ont sacrifié leur jeunesse et parfois leur vie. Combattre, c'est accepter le risque de la défaite. Ne pas combattre, c'est en assumer le déshonneur. Et pour finir sur le combat, je voudrais vous livrer ce que je disais récemment à une charmante mamie qui se désespérait, vu son âge, son état de santé et la pauvreté de ses moyens, de ne pas pouvoir participer à la lutte. Je lui ai répondu, vous savez coller des timbres? Vous savez faire un sandwich? Vous savez essayer de convaincre une amie? Alors vous avez votre place à tenir dans le combat à nos côtés. Mes chers camarades, quels que soient nos talents, vous en avez au moins un que vous pouvez mettre au service de la cause qui nous anime. Alors ne vous désespérez pas pour vos vieilles jambes, de votre gros ventre, de votre difficulté à parler en public ou de vos faibles revenus. Tout le monde peut apporter quelque chose. Aussi bien nos jeunes dehors prêts à faire le coup de poing, les gens qui ont préparé la salle pour nous accueillir, ceux d'entre vous qui feront un don à la Ligue du Midi à l'issue de cette journée, les orateurs qui s'expriment aujourd'hui, tous sont un maillon de la chaîne, tous font partie du combat et tous pourront se coucher ce soir avec le sentiment du travail accompli. Pour finir vraiment, je vous citerai ce couplet que beaucoup d'entre vous connaissent à mon avis, que je chantais il y a bien longtemps quand je n'avais pas de gros ventre et un béret rouge, et que je sais que vous avez été nombreux à chanter. Pour venir avec nous, pas besoin d'être gros, il suffit d'avoir du culot. Pour venir avec nous, pas besoin d'être grand, il suffit d'avoir un peu de cran. C'est trop dur, vous direz, c'est trop fort, vous penserez. Allons donc, un peu de bonne volonté. Merci de m'avoir écouté, chers camarades.